meilleure communication, qui nous a conduits donc dans la République du Sud, la République de Pétion, puis de Boyer. Nous allons maintenant écouter Jean Casimir, qui lui va nous emmener dans le royaume de Christophe, dans le nord, dans une tonalité très différente, avec la présentation d'un ouvrage extrêmement important, qui est réédité, d'ailleurs on le trouve encore aujourd'hui très facilement, hein, il est réédité, Le système colonial dévoilé du baron de Vastet. Baron, nommé baron, enfin fait baron par évidemment le roi Christophe. Alors, je me permets de rappeler d'abord qui est Jean Casimir, qui est un sociologue, un universitaire éminent de Port-au-Prince et qui a été un homme politique. N'oublions pas, il a siégé, il a représenté à l'ONU, il a été ambassadeur auprès du gouvernement américain à Washington, puis il est revenu à ses études aujourd'hui et il vient de publier un ouvrage, ici, qu'il m'a gentiment apporté, qui vient de sortir, une lecture décoloniale de l'histoire des Haïtiens, du traité de Rijswijk à l'occupation américaine, donc de 1697 à 1915. Voilà. Alors, évidemment, nous sommes loin là de Vastet, mais Vastet est un personnage absolument central dans cette affaire. Je rappellerai que ce livre de Vastet, Le système colonial dévoilé, est un parmi de nombreux ouvrages qu'il a publiés, en particulier un ouvrage important où il y a une sorte de dialogue avec Sismondi, qui est absolument capital pour comprendre la situation à l'époque. Alors, je rappellerai que la situation à l'époque, c'est très compliqué. Haïti n'existe pas. Haïti n'a pas été reconnu par aucune puissance, n'est reconnu par aucune puissance. Je rappellerai qu'en 1815, les puissances européennes réunies à Vienne reconnaissent les droits de la France sur Saint-Domingue. Saint-Domingue. Le mot Haïti n'est pas prononcé. Et les droits de la France, ça veut dire que c'est une colonie sécessionniste, une colonie dissidente, si la France veut la reprendre, elle a le droit. Alors on comprend évidemment, dans ce contexte, la radicalité du texte de Vastet. Jean Casimir. Merci. Je vais vous demander de me pardonner et de rester assis. On est plus jeune et quand on va là-bas, on se fatigue. Et laissez-moi remercier sincèrement le Collège de France pour nous donner cette chance de dire après Yannick, Haïti autrement. Et je remercie mes collègues et je vous remercie aussi vous tous ici présents de nous écouter à essayer de dire Haïti autrement en suivant les pas de Yannick. Je vais vous parler du baron de Vathey et la difficulté de l'ancrage. D'abord, une contestation timorée. Le baron Pompée Valentin Vathey appartient à un petit groupe de gens de couleur, planteurs esclavagistes cossus, d'une grande loyauté envers la République, la métropole française. Les Brissotins les considèrent comme la meilleure défense contre la rébellion des esclaves. La France de Napoléon trouve leur fidélité gênante et ils n'ont la vie sauve qu'en joignant les insurgés, qu'on appelle couramment les marrons. De Vathey est le fils phénotypiquement blanc d'un Normand, Jean-Louis Vathey, et d'une métisse, Élisabeth Mimi Dumas, de la célèbre famille des Dumas de la fin du XVIIIe siècle. Durant son adolescence, il est enrôlé de force dans les troupes de Toussaint et participe aux campagnes contre les insurgés. Il déserte lorsque Leclerc et Rochambeau, les commandants de l'armée expéditionnaire, ordonnent les tueries et les noyades des métis. Sa fuite dans les montagnes lui permet d'apprécier les relations communautaires qui unissent ceux qu'il combattait. Il choisit de s'identifier aux Africains et élabore, durant le règne du roi Henri Christophe, 1811-1820, tout un plaidoyer en faveur de l'indépendance. Il y témoigne des souffrances dont vient de parler Idoï, d'un peuple qui a gémi, dit-il entre guillemets, plus de 150 ans dans le plus barbare esclavage. La vérité est que la majorité des captifs de son époque arrivent d'Afrique déjà adultes.
Seuls les esclaves affranchis et les gens de couleur font l'expérience d'une si longue période de vie coloniale. Donc De Watté assimile au départ la situation des opprimés de Saint-Domingue à celle des affranchis et se plaint qu'ils sont prisonniers du public blanc. La strate à laquelle il appartient se veut comme une élite. Pour elle, les Haïtiens doivent s'intégrer au monde moderne, ce qui implique l'absorption d'une société colonisée par une autre conquérante. Cette idée suggère du coup que les oligarques ne forment une élite qu'aux yeux de la minorité dominatrice, et leur dilemme consiste à gérer l'indépendance de façon à accommoder la souveraineté aux demandes d'une communauté internationale, coloniale et raciste. Cet itinéraire impraticable satisfait la reproduction de la prétendue élite et garantit la prééminence des principes fondateurs de l'Occident capitaliste. De Watté est horrifié par la traite des nègres. Il écrit en épigraphe de son travail « Le voilà donc connu, ce secret plein d'horreur. Le système colonial, c'est la domination des Blancs, c'est le massacre ou l'esclavage des Noirs. » La souveraineté du royaume de Christophe, n'admet pas la négociation sur sa conquête du territoire. Il nous faut, nous dit-il, la reconnaissance de notre indépendance dont la garantie est à la pointe de nos baïonnettes. Force contre force, le roi Henri se crée des alliés parmi les ennemis de la France. La viabilité de cette politique dépend évidemment de l'inimitié de l'Angleterre et de la France. Ces empires devant nécessairement se rapprocher, comme le prévoit le ministre des colonies Malouin de la France, les Haïtiens pourraient se désillusionner, même ex post facto, et réaliser que la souveraineté d'un État indépendant demeure au mieux une gageure risquée. L'appropriation du territoire, une fois traitée par De Watté comme une variable intouchable, les paramètres déterminés par la modernité occidentale fixent les voies à suivre. Le ministre Malouin le suggère en proposant de substituer le mot « esclave » par « non libre » dans l'organisation de la société. Que cette propriété soit du roi Henri ou des colons, le rôle inévitable d'une forme ou d'une autre de caporalisme agraire se reproduit indéfiniment. Une forme de racisme et de traite des nègres s'emménage comme un mal aussi incurable que le militarisme. En conséquence, le peuple souverain est exclu de l'ancienne colonie. La vie en société est remise à la vertu et à la morale. De Watté, dans sa réponse au ministre Malouin, écrit « Si vous eussiez été justes et humains, vous seriez encore les paisibles possesseurs d'Haïti et de vos biens. L'avarice et la sensualité produisent la traite des Noirs, la traite des nègres. Et seule une administration publique confiée à des autorités généreuses et compétentes, appuyée par des lois justes, il se réfère à l'Angleterre, écoutez, peut penser les maux que causent ces vices. Avec le suicide du roi Henri, bien entendu, le 18 octobre 1820, l'exécution de Watté peu après, son ouvrage, Le système colonial dévoilé, tombe dans l'oubli jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais à qui parle Watté? Quels sont ses interlocuteurs? Dans l'épigraphe de cet ouvrage, Le système colonial dévoilé, l'auteur dénonce la métropole et les colons. Sa réflexion s'adresse à la couche de la société responsable en grande partie du succès de la perle des Antilles. Il se plaint des limitations imposées à sa participation dans la société moderne et lui signale, à cette couche-là, une sortie de la colonisation qui sauvegarde son statut. Pour la convaincre, il étale le témoignage des victimes de l'esclavage
sans dire un mot sur leur lutte autonome pour sortir de la destitution. De Watteau ne voit pas la lutte que font les marrons comme une lutte progressiste. Ces écrits ne sollicitent pas l'intervention et la compréhension des autorités impériales. Au contraire, les efforts de ces dernières pour rétablir l'esclavage, une fois perpétré le génocide des travailleurs émancipés, provoquent sa colère. Alors que les deux classiques de l'histoire haïtienne, Madiou et Ardouin, qui le suivront, puis à loisir dans les travaux de Moreau de Saint-Méry, de Watteau récuse au départ la sélection des faits et les interprétations de l'historiographe officiel du ministère de la Marine et des Colonies. Son objectif n'est pas de mettre en lumière l'histoire de la France à Saint-Domingue, mais de promouvoir l'autonomie et la participation des couches intermédiaires locales. En présentant les réalisations du roi Henri, de Watteau défie les préjugés et les calomnies sur lesquels se construit le monde moderne au détriment de la race noire. Son activisme prolonge celui de l'abbé Grégoire, des abolitionnistes européens et d'un large secteur de la presse des États-Unis d'Amérique. Ces publications décrivent un monde que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas ou connaissent mal. Par sa voix, les populations captives rencontrent le public métropolitain et il contribue ainsi à la formation de la pensée occidentale en instrumentant les contradictions et la diversité en son propre sein. Il lui enseigne l'histoire qui se déroule là où l'Empire puise une force supplémentaire qui rend difficile les changements que ses contestataires veulent introduire dans l'histoire occidentale. De Watteau compte donc sur un lectorat prestigieux qui, en France même, dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, s'efforce de réformer les politiques de la métropole. Il devient l'haïtien le plus cité à l'étranger au XIXe siècle. Ici, je m'appuie sur Marlène Do, qui a écrit certains travaux remarquables sur de Watteau. Son ancrage dans le monde moderne invite à revisiter le vide qui semble se créer autour d'Haïti après son indépendance et que l'on répète en veux-tu, en voilà. Comme le montre Marlène Do, le pays n'est pas mis au rencard. Si la révolution haïtienne, et de Watteau avec elle, refuse un monde où la personne est l'objet par excellence de commerce, ils choisissent eux-mêmes de se replier, ils choisissent eux-mêmes de couper les amarres avec le monde moderne. Mais de Watteau conteste la nécessité de ce repli. Il crie « Heureuse Sierra Leone, colonie fondée par l'humanité et la vertu », etc., etc. Il lance donc un cri d'espoir que les comportements des leaders insurgés récusent dès le XVIIIe siècle, au début du XIXe. Il s'impose ainsi la tâche d'inventer une formule de modernisation sans esclavage en ce début du XIXe siècle. Et l'on connaît le résultat de ce projet. Encore une fois, le diagnostic de Malouet, le ministre des colonies de France, offre un aperçu de la réalité dont il convient de tenir compte, malgré les préjugés qui inspirent le ministre, bien entendu. Il vous dit, il ne faut pas occuper les nègres comme un corps de peuple aspirant à l'indépendance et collectivement occuper des moyens d'y parvenir. De fait, le ministre des colonies signale une différence entre indépendance et révolution, une différence que de Watteau ne capte pas. L'État-nation qui s'édifie en souhaitant contraindre les anciens captifs à la discipline des plantations sucrières ne provoque pas chez eux, chez ces captifs-là, la fascination et l'extase des Jacobins noirs. Il y a donc une ligne de partage des eaux. De là la distance qui sépare de Watteau de la presque totalité de la population haïtienne. Il n'est pas tenu à l'écart de ses compatriotes par une barrière linguistique, mais par l'ancrage de cette barrière dans la structure sociale coloniale. Une langue commune et l'écriture de celle-ci facilitent certes les échanges d'idées,
mais demeurent des conditions insuffisantes. L'abbé Grégoire semble avoir un plus grand impact sur l'ensemble des Français, sans parler ni écrire toutes les langues de son pays. De Watté, très certainement bilingue, n'arrive à s'adresser qu'à une minorité de ses compatriotes. En France, les relations entre les classes sociales sont d'un tout autre ordre. Des siècles d'histoire unissent les terroirs autonomes et une multiplicité de réseaux de communication servent de passerelle par-delà les barrières linguistiques. À Saint-Domingue, la racialisation des relations humaines est inhérente aux fractures de classe. Le bilinguisme colonial chevauche les contradictions d'une société où les dominés sont jetables et substituables. L'unité des insurgés, les marrons, et des mutinés, les jacobins noirs, qui se construit entre 1791 et 1804, vient de la gestion conjoncturelle de subalternité imposée de l'extérieur et contestée différemment. Insurgés et mutinés ne partagent pas des intérêts socio-économiques. Ils sauvegardent simplement leur existence physique. Les premiers se battent pour la liberté, les seconds négocient une émancipation, c'est-à-dire une liberté à l'intérieur d'un cadre colonial déterminé. Les langues créoles et françaises sont porteuses de systèmes de valeurs et de fonctions sociales qui ne sont pas interchangeables. Entre les colons et leurs esclaves s'interposent des petits blancs, des esclaves affranchis et des gens de couleur. La modernisation économique s'oppose aux vœux des premiers Européens qui s'ajoutent aux Africains et aux Amérindiens rescapés des massacres du XVIe siècle. Ces marginaux, je souligne marginaux, sont chargés de créoliser les vagues de captifs que verse la traite. De Watté émerge de ces strates subordonnées chargées de l'ordre public. L'introduction de la langue administrative, le français de Paris, n'affecte pas outre mesure le rôle du créole dans l'ordonnancement de la vie quotidienne. Celle-ci s'organise grâce au créole que parlent des populations d'origine taïno, africaine, espagnole, laissées sur l'île par les conquistadors et que rejoignent les marginaux qui fuient la misère et les persécutions européennes durant le XVIe et le XVIIe siècle. Ces populations marginales européennes, africaines ou taïno parlent un certain créole. Ils ne parlent pas le français de Paris. Leur contestation et celle des communautés réduites en esclavage se trame dans ce créole et rejaillit dans l'espace public lorsqu'elle est jugée viable. Des habitations et de leurs ateliers jusqu'aux bourgades et aux villages des marrons se standardisent progressivement les instruments avec lesquels la population pense, s'explique et reproduit sa vie de tous les jours en manœuvrant les consignes des autorités politiques et des classes possédantes. La contestation des villes et des ateliers est latente et oscillante. Celle des insurgés est manifeste. Elle s'oppose dans les deux cas à la toute-puissance virtuelle des mêmes autorités publiques et privées. Il n'y a pas de doute. Dans le système colonial dévoilé, De Watté décrit les empires africains et leurs réalisations. Il exprime, sur ce fond de mémoire, les souffrances des captifs dans leur transgression des violences subies. À son avis, tant chez les Européens que chez les Africains, il y a des degrés de civilisation. Les plus vertueux, comme les Anglais, tendent la main aux autres. À aucun moment, il ne se réfère aux luttes des captifs pour matérialiser leur propre volonté de survivre. Et à aucun moment, il ne lui vient à l'idée que ceux qu'il croit moins civilisés peuvent ne pas percevoir les vertus qui lui tiennent à cœur. Ces réflexions garantissent une amélioration du système de plantation sans questionner les inégalités qui pourraient se révéler incompatibles avec les relations solidaires où se soignent les plaies béantes qu'il décrit. Un mur fait d'intérêts divergents sert de bouclier au comportement des communautés organisées en tournant le dos à l'Occident. Pour sortir de leur destitution,
celles-ci doivent dépasser les inégalités constitutives de la société coloniale. Des connaissances porteuses d'une liberté sans frontières émergent de leur expérience de vie. Elles synchronisent les normes et les habitudes des différentes ethnies et la convivialité qui en résulte efface graduellement les fissures et les fragments d'histoire africaine et européenne. De ces réactions communes à l'oppression fleurit une nouvelle nation, toute américaine, que nourrit un invariant non négociable, ce que nous appelons chez nous « tout moun, c'est moun ». La langue créole est le précipité de ce vivre ensemble que l'on ne retrouve pas dans l'histoire locale de la langue française. Dans le cri de la conscience, notre Marlendo, De Watté souligne l'ineffaçable mémoire des morts, souligne que l'ineffaçable mémoire des morts vit dans le peuple et dans son quotidien. Il saisit comment le passé se vit au présent, mais il ne se réfère pas à la langue parlée qui, à son époque, n'est pas considérée par les classes dominantes comme un véhicule légitime de la pensée. Il ne s'étonne donc pas que son influence à lui, de Watté, se limite seulement à la minorité de francophones et que son impact sur l'ensemble de ses compatriotes se fait à peine noter. Bon gré, mal gré, il est situé d'un côté de la ligne de partage des eaux. Les deux langues en usage sont les archives d'expériences de classes opposées qui se rencontrent à peine et s'épaulent durant une très courte période de l'histoire d'Haïti. Les captifs survivent en maîtrisant les règlements de la plantation de denrées pour leur inventer des esquives. À l'opposé, les classes intermédiaires doivent leurs privilèges branlants à leur conformité aux normes d'exploitation et n'imaginent pas une possibilité de tourner le dos à l'Occident. Ils se protègent avec des armes différentes de celles des captifs, quoiqu'ils s'opposent au même ennemi de classe. La production littéraire de Watté se situe à ce point de rencontre de ces deux courants contestataires. Elle appartient à la fois à la gestion du monde des premiers habitants en quête d'autonomie, mais incapable de rupture franche, et à celle des masses de captifs confrontant des conditions d'existence insupportables. Ces connaissances du monde des captifs ne sont pas le précipité d'une pratique et d'un dépassement quotidien de la mise en esclavage. Ils recueillent et diffusent des témoignages, les témoignages des victimes de l'esclavage. Sa vie à lui renseigne sur le dépassement des obstacles à un épanouissement au sein du monde moderne, esclavagiste et raciste. Donc le vécu du captif ne lui est pas imperméable, mais sa personnalité à lui et ses objectifs naissent de la strate qui gère la marchandise humaine. Lui, il n'a jamais été traité comme une pièce d'Inde. La sortie des classes intermédiaires de l'esclavage et du colonialisme ne suit donc pas le même itinéraire que celle de la masse des captifs. La première voie s'énonce dans la variété haïtienne du français et la seconde dans la langue nationale, outillée d'une batterie propre d'instruments et de modes de connaissance. Les croisements de ces deux itinéraires s'observent dans la destruction par la Révolution haïtienne des grands piliers de la pensée coloniale moderne. Comme tout le monde sait, le mot nègre veut dire personne en Haïti. Et quand on parle du massacre des Blancs, on peut parler du massacre des étrangers, pas des Blancs qui vivent en Haïti, et qui d'ailleurs, dans la Constitution même, étaient considérés comme haïtiens. Le mot nègre veut dire personne sans connotation de classe, de race ou de couleur, et même de genre. Le mot créole et le mot bossal ne se réfèrent plus à des acteurs significatifs comme durant la colonie et disparaissent du vocabulaire même français ou ont une autre connotation. Le mulâtre devient un grand propriétaire métis, tandis que les métis pauvres deviennent des rouges, des grimaud ou des grimelles, mais ne sont pas des mulâtres. Et d'ailleurs, le mot mulâtresse n'est pas féminin de mulâtre en créole et même en haïtien. Donc, il y a chez nous un dépassement de la modernité.
Il n'y a pas de moyen terme entre la dynamique de l'État colonial et celle de la communauté colonisée. Pour rétablir l'esclavage, le général Leclerc suggère l'extermination de la de la population et le repeuplement de l'île. Louis XVIII recueille le conseil et négocie avec l'Angleterre un moratoire à la fin de la traite pour éventuellement importer des nègres nouveaux. La dynamique communautaire et l'itinéraire moderne colonial s'entrelacent sans se détruire ni s'absorber. La France et les gouvernements haïtiens, n'ayant pas les moyens de leur politique, s'époumonnent à poursuivre la modernité coloniale. Les captifs et les anciens captifs de leur côté ne peuvent pas échapper à l'étau de la modernité coloniale. De Watté, contrairement aux autres auteurs de l'époque, fait dériver la validité des droits des Haïtiens de celle des droits des Africains. Dès lors, ses œuvres diffèrent un peu de celles qui aident à débroussailler le cheminement de la politique coloniale française au sein de la nation en formation. Comme Toussaint, il s'accroche au concept de liberté conquise dans la lutte, une liberté de droit naturel distincte de l'émancipation générale. Il suit Dessalines qui, dans la proclamation du 1er novembre 1804, se réfère à la France comme la pire ennemie des droits de l'homme. Or, la métropole fait partie d'un ensemble d'États également colonialistes et racistes. Les bonnes relations du roi Henri-Christophe avec l'Angleterre et la Prusse se développent sur une rupture plus profonde avec le monde moderne. Le peuple haïtien naît en s'insurgeant contre la racialisation des relations humaines et sa complaisance malsaine avec des inégalités sociales absurdes. La production de marchandises en elle-même ne dérange pas l'haïtien, mais la transformation systématique de la personne humaine en marchandise lui paraît répugnante et révoltante. De Watté porte cette pensée radicale, ce qui peut expliquer pourquoi son œuvre résonne parmi ceux qui contestent des tendances de l'impérialisme en herbe et non parmi ceux qui étudient comment s'y assimiler et en profiter. Sa contrepartie européenne reçoit ces connaissances nouvelles, toutes exotiques, elle s'informe de ce qui se passe dans la colonie. Toutefois, chez les victimes de l'esclavage, la contestation devient conspiration, elle devient insurrection, elle devient révolution dans le sanctuaire de la vie communautaire. La solidarité et la réciprocité au sein des ateliers qui accompagnent le bouillonnement de la grogne ne peuvent pas penser à une amélioration dans les termes fixés par la mort civile de la marchandise humaine. De Watté le réalise, mais ne saisit pas que cette solidarité et cette réciprocité constituent un terrain de lutte autonome qui peut se passer de caporalisme. Le caporalisme agraire qui essaie de relancer la plantation. Avec les Jacobins noirs, il ne perçoit pas le bien fondé de l'effort des nègres nouveaux pour se sortir eux-mêmes de la destitution. Il rêve de civiliser la nation et se fait des fantasmes au sujet des guerres perpétuelles qui opposeraient les grands empires en lui offrant des marges de manœuvre intarissables. Je profite ici de l'occasion pour rendre hommage à un terriblement grand Français, Gérard Barthélemy, ami et frère, qui s'est rendu compte de cette caractéristique constitutive de l'histoire haïtienne. Gérard écrit « La nation dont il s'agit est en fait une société que l'on pourrait presque qualifier de post-capitaliste, née à la fois d'un excès monstrueux de l'histoire de ce système et d'une réaction contre celui-ci. » Voyez-vous, si vous ne saisissez pas que la société haïtienne est de fait une société presque post-capitaliste, dit-il, donc je reste derrière Gérard, vous n'arrivez pas à comprendre tous les problèmes que nous confrontons. La révolution de 1791-1804 est une contribution à l'éradication du système colonial et non pas un effort d'intégration dans le système qui s'établit au XIXe siècle. En conclusion, en lisant de Watté, nous voyons notre passé au présent. Les personnes que la toute-puissance de l'État moderne autorise à enchaîner ne peuvent pas penser à s'intégrer à cette structure.
Elles doivent s'en servir pour survivre. Ah, elles n'ont pas le choix. Il faut se servir du système pour survivre. La formule de vie humaine inachevée qui émerge de cet effort présage un lendemain libre de racisme et de colonialisme. De Vatté exprime le besoin d'éliminer ces démons marchands et trafiquants de chair humaine. Et entre guillemets, c'est lui qui dit ça. Il ne considère pas que mieux équipée, une communauté délivrée d'esclavage peut éventuellement utiliser les ressources acquises pour améliorer son combat contre toute marchandisation de la force de travail et tout caporalisme agraire. Son message ne revient pas à ses compatriotes parce qu'en dessous des demandes de souveraineté et d'autonomie locale. Ce n'est pas parce qu'il dit ça en français, même s'il le dit en créole, il ne peut même pas le dire en créole parce qu'il est très difficile, je pense même impossible, d'expliquer en créole la base des inégalités, parce que ces inégalités contredisent le tout monde, ces mondes qui ne se discutent pas et qui ne se négocient pas. Si l'on tient compte du rôle de la masse des nègres que la masse des nègres nouveaux joue dans la révolution haïtienne, il conviendrait de réévaluer le socle sur lequel ils construisent leur communauté. Une tradition inexistante ne fonde pas la communauté. Sa tradition à elle s'institue dans un constant défi de l'État moderne et crée l'individu au-delà de cette personnalité civilement morte. La tradition communautaire qu'expérimente De Vatté est le lieu de la dissidence, de la conspiration, de la révolution et non le creuset d'un conservatisme axé sur la préservation d'un individu fragile, jetable et substituable. Sa société traditionnelle est celle où prime l'extrême exigence, pour paraphraser Yannick Laens, de se tenir hors de la portée de la vigilance de l'État qui veille sans cesse à ce qu'aucune transgression ou déviance n'ait lieu. De Vatté produit ses ouvrages à partir d'un défi que lance sa communauté. Son ancrage à l'extérieur de cet univers est sélectif. Il cible les dissidents de l'univers européen. Il arriva à s'enraciner chez lui, en Haïti, au fur et à mesure que recule le culte de la marchandise et le racisme systématique de la modernité. Son ancrage ne sera possible que lorsque tout le monde, ces mondes, deviendra la norme des échanges planétaires. Je vous dis merci.